Ma belle-sœur a débranché l'alarme de l'hôpital de mon fils de 8 ans. Les infirmières l'ont trouvé en arrêt cardiaque. 20 minutes plus tard, je me suis assurée qu'elle en paie le prix. Bonjour, je m'appelle Céline. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mais avant de continuer, aimez, partagez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Je dois commencer par vous parler de mon fils, Hugo. Il a 8 ans maintenant, mais quand il en avait 6, on lui a diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale grave qui a nécessité de multiples interventions chirurgicales. Cette condition s'appelle la tétralogie de Fallot, cela signifie que son cœur ne s'est pas formé correctement. Sans chirurgie, il n'aurait pas survécu au-delà de l'enfance. Mon mari, Maxime, et moi avons été dévastés lorsque nous avons reçu le diagnostic, mais nous étions également reconnaissants qu'il ait été détecté à temps. Hugo a subi sa première opération à cœur ouvert à l'âge de 6 ans, et il a été incroyablement courageux tout au long de l'épreuve. L'opération a été un succès, mais sa cardiologue, le docteur Dubois, nous a averti qu'Hugo aurait besoin d'une surveillance attentive pour le reste de sa vie et peut-être d'autres opérations à mesure qu'il grandirait. Son cœur est fragile, a expliqué le docteur Dubois. Tout événement cardiaque pourrait être mortel. S'il présente un jour des symptômes douleurs thoraciques, difficultés respiratoires, rythme cardiaque irrégulier, vous devez l'emmener immédiatement à l'hôpital. Nous étions vigilants. J'ai appris tout ce que je pouvais sur la condition d'Hugo, j'ai organisé tous ses médicaments et je me suis assuré que ses professeurs et l'infirmière scolaire savaient exactement ce qu'il fallait surveiller. Maxime et moi sommes devenus des experts de la maladie cardiaque de notre fils par nécessité. La vie est revenue à quelque chose d'approchant la normale pendant environ 1 an et demi. Hugo était actif, heureux, et réussissait bien à l'école. Puis, il y a 2 mois, il a commencé à avoir des douleurs thoraciques et des battements cardiaques irréguliers. Nous l'avons emmené en urgence au centre hospitalier de la Forêt de Cèdre et le docteur Dubois l'a immédiatement admis pour surveillance et examen. Son rythme cardiaque est instable, nous a-t-elle dit. Nous devons le garder ici pendant au moins 1 semaine, peut-être plus, pour comprendre ce qui en est la cause et ajuster ses médicaments. Il sera sous surveillance cardiaque continue. Cela signifiait qu'Hugo était branché à des machines qui suivaient son rythme cardiaque, son rythme et ses niveaux d'oxygène 24 heures sur 24. Si quelque chose tournait mal, des alarmes retentiraient au poste des infirmières, et quelqu'un interviendrait immédiatement. C'est là que ma belle-sœur, Brigitte, entre en scène. Brigitte est la sœur cadette de Maxime, et nous ne nous sommes jamais entendus. Dès le moment où Maxime et moi avons commencé à sortir ensemble il y a 7 ans, elle a clairement fait savoir qu'elle ne pensait pas que j'étais assez bien pour son frère. Je suis professeure d'art plastique au lycée et Brigitte a toujours agi comme si c'était en dessous d'elle. Elle travaille dans la vente de produits pharmaceutiques et ne manque jamais une occasion de mentionner combien d'argent elle gagne. Lorsque Maxime et moi nous sommes mariés, Brigitte a porté du blanc au mariage. Lorsque je suis tombée enceinte d'Hugo, elle a dit à tout le monde que j'avais piégé Maxime avec un bébé. Lorsqu'Hugo a été diagnostiqué avec sa condition cardiaque, elle a même dit, eh bien, les malformations génétiques viennent généralement du côté de la mère. Maxime me défendait, mais il avait aussi une sorte d'angle mort quand il s'agissait de sa sœur. Elle ne le pense pas comme ça sonne, disait-il. Elle est juste maladroite avec les émotions. Ma meilleure amie depuis l'université, Laura, ne supportait pas Brigitte. Cette femme est toxique, m'a-t-elle dit après l'avoir rencontrée à la première fête d'anniversaire d'Hugo. Elle est jalouse de toi et se défoule sur toi à chaque occasion. Je sais, mais c'est la sœur de Maxime. Je dois faire avec elle. Tu n'as rien à supporter. Fixe des limites. J'ai essayé, mais les parents de Maxime, Catherine et Thierry, nous ont toujours pressés d'inclure Brigitte dans les événements familiaux. C'est la famille, disait Catherine. Vous devez faire un effort. Lorsqu'Hugo a été hospitalisé cette fois, Brigitte s'est immédiatement immiscée dans la situation. Elle s'est présentée à l'hôpital le lendemain de son admission, agissant comme si elle était la tante la plus concernée de l'année. Pauvre Hugo, a-t-elle roucoulé, en lui apportant une peluche. Tante Brigitte est là pour prendre soin de toi. J'ai d'abord apprécié le geste, mais ensuite elle a commencé à me saper devant le personnel médical. Lorsque j'ai expliqué l'horaire des médicaments d'Hugo à une nouvelle infirmière, Brigitte a interrompu,
En fait, Céline a tendance à être un peu trop protectrice et paranoïaque. Vous devriez probablement vérifier tout ce qu'elle dit avec le médecin. Excusez-moi, ai-je dit. Je ne fais que veiller sur Hugo. Vous êtes tellement anxieuse à propos de son état que parfois vous ne pensez pas clairement. Maxime était à la cafétéria pour prendre un café et a manqué cet échange. Quand je lui en ai parlé plus tard, il a dit que Brigitte essayait probablement juste d'aider à sa manière. Mais ma sœur, Sophie, qui a visité cet après-midi-là, l'a vu différemment. Elle essaie de te faire paraître incompétente devant le personnel médical, a dit Sophie. C'est délibéré. Au cours des jours suivants, Brigitte a continué à se présenter pendant les heures de visite. Elle apportait à Hugo des jouets et des collations, y compris des friandises sucrées que le docteur Dubois avait spécifiquement interdit à Hugo parce qu'elles pouvaient affecter son rythme cardiaque. Brigitte, il ne peut pas avoir ces bonbons, lui ai-je dit. Son médecin a dit pas de sucre tant que nous essayons de stabiliser son rythme cardiaque. Oh, s'il vous plaît. Un petit bonbon ne lui fera pas de mal. Vous êtes ridicule. Je suis les ordres du médecin. Vous êtes une mère contrôlante. Pas étonnant qu'Hugo devienne anxieux. Vous le couvez constamment. J'ai retiré le bonbon à Hugo et Brigitte s'est plainte à Maxime que j'étais déraisonnable. Maxime, épuisé d'avoir dormi sur une chaise d'hôpital pendant des jours, m'a dit de simplement laisser Brigitte visiter sans créer de drame. Je ne crée pas de drame. Elle sape les conseils médicaux. Elle se soucie d'Hugo. C'est tout ce qui compte. Mais ce n'était pas tout ce qui comptait, car le comportement de Brigitte a empiré. Elle a commencé à interroger les infirmières sur les soins d'Hugo d'une manière agressive. Êtes-vous sûr de lui donner le bon dosage? À quelle fréquence le vérifiez-vous réellement? Mon frère et ma belle-sœur sont très émotifs en ce moment, donc je dois m'assurer que quelqu'un de rationnel supervise les choses. Une des infirmières, une femme gentille nommée Chloé, qui s'occupait d'Hugo depuis son admission, m'a prise à part. Madame Bertrand, je dois vous mentionner quelque chose. Votre belle-sœur a posé des questions très spécifiques sur les moniteurs et les alarmes d'Hugo. Ce qu'ils suivent, comment ils fonctionnent, ce qui se passe s'ils sont éteints. Cela semblait étrange. Pourquoi poserait-elle des questions là-dessus? Je ne sais pas, mais cela m'a mise mal à l'aise. Je voulais que vous soyez au courant. J'en ai parlé à Maxime, mais il a balayé l'affaire. Elle veut probablement juste comprendre ses soins. Elle est curieuse. Elle travaille dans la vente de produits médicaux, tu te souviens? Chloé a trouvé ça bizarre. Chloé ne connaît pas Brigitte comme nous. J'aurais aimé insister davantage. J'aurais aimé faire confiance à mes instincts et interdire à Brigitte l'accès à la chambre d'hôpital, mais je ne l'ai pas fait. Et cette décision a failli me coûter la vie de mon fils. Cela s'est passé un mardi soir. Maxime était rentré chez lui pour se doucher et prendre des vêtements de rechange. J'étais à l'hôpital depuis 6 jours d'affilée et j'étais épuisée. Ma mère, Martine, est venue s'asseoir avec Hugo pour que je puisse aller à la cafétéria et manger autre chose que de la nourriture de distributeur automatique. Vas-y, a-t-elle insisté. Je serai juste ici avec lui. Prends ton temps. Hugo était stable ce soir-là, regardant des dessins animés, son moniteur cardiaque émettant un bip régulier. J'ai embrassé son front et suis descendue, reconnaissante de cette pause. J'étais partie peut-être 20 minutes quand Brigitte est arrivée. Ma mère m'a dit plus tard que Brigitte semblait surprise de la voir là. Oh, Martine, je ne savais pas que tu serais là, a dit Brigitte. Céline avait besoin d'une pause. Elle a été ici sans arrêt. Eh bien, puisque vous êtes là, cela vous dérangerait-il de me prendre un café à la machine dans le couloir? Je le prendrai moi-même, mais mon genou me tue aujourd'hui. Brigitte a fait un grand numéro en se frottant le genou. Ma mère, toujours prête à aider, a accepté. Je reviens tout de suite, Hugo. Tante Brigitte restera avec toi. C'est à ce moment-là que Brigitte s'est retrouvée seule avec mon fils. Selon l'enquête de l'hôpital plus tard, Brigitte est restée seule dans la pièce pendant environ 18 minutes. À un moment donné au cours de ces 18 minutes, elle a tendu la main derrière le lit d'Hugo et a débranché l'alarme de son moniteur cardiaque.
Pas le moniteur lui-même qui continuait d'afficher les signes vitaux d'Hugo sur l'écran de la pièce, mais l'alarme qui était connectée au poste des infirmières. Celle qui alerterait le personnel médical si quelque chose tournait mal était coupée. Ma mère est revenue avec le café et Brigitte est partie peu après, affirmant qu'elle avait des projets pour le dîner. Ma mère s'est assise avec Hugo, sans se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Pourquoi l'aurait-elle fait ? Le moniteur dans la pièce montrait toujours le rythme cardiaque d'Hugo. Tout semblait normal. Je suis revenue de la cafétéria environ 10 minutes plus tard, et ma mère est rentrée chez elle. Je me suis installée dans la chaise à côté du lit d'Hugo avec un livre, le regardant s'endormir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la respiration d'Hugo semblait anormale, superficielle et rapide. « Hugo, mon bébé, ça va ?» Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient fermés, mais sa respiration était définitivement mauvaise. J'ai vérifié l'écran du moniteur. Son rythme cardiaque chutait rapidement de 70 battements par minute à 60, puis 50. « Hugo !» Je l'ai secoué doucement. Pas de réponse. 40 battements par minute. J'ai couru à la porte et j'ai crié à l'aide. « Infirmière, j'ai besoin d'aide. Quelque chose ne va pas avec mon fils. » Chloé est arrivée en courant, a jeté un coup d'œil au moniteur, et son visage est devenu blanc. Elle a immédiatement appelé un code bleu. La pièce a été inondée de personnel médical en quelques secondes. Le docteur Dubois est apparu de nulle part, déjà en tenue chirurgicale. 30 battements par minute. Ils m'ont poussé hors du chemin, travaillant frénétiquement sur Hugo. J'ai entendu quelqu'un dire que sa tension artérielle chutait. Quelqu'un d'autre installait un défibrillateur. 20 battements par minute. Pourquoi l'alarme ne s'est-elle pas déclenchée, a exigé le docteur Dubois. Pourquoi n'avons-nous pas été avertis ? Une infirmière a vérifié la connexion. L'alarme a été déconnectée. Elle n'envoie pas au poste des infirmières. 10 battements par minute. Puis la ligne est devenue plate. Ce horrible bip continue. Mon fils était en arrêt cardiaque. C'est alors que la scène du début s'est produite, même si je m'en souviens à peine. Je criais, pleurais, retenue par une infirmière pendant qu'il travaillait sur Hugo. Où étiez-vous ? L'alarme a été débranchée. Pourquoi personne ne le surveillait-il ? Madame Bertrand, nous sommes désolés. L'alarme fonctionnait lorsque nous avons vérifié il y a 30 minutes. Mon fils a fait un arrêt cardiaque. Il aurait pu mourir. Quelqu'un a débranché cette alarme. Nous enquêtons sur ce qui s'est passé. S'il vous plaît, laissez-nous nous concentrer sur sa stabilisation en ce moment. Ils ont travaillé sur Hugo pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que quelques minutes. Ils ont fait battre son cœur à nouveau, l'ont stabilisé et l'ont transféré en unité de soins intensifs cardiaques où il pouvait être surveillé encore plus étroitement. Maxime est arrivé au moment où il déplaçait Hugo, ayant reçu mon appel frénétique. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre dans le couloir, tous les deux tremblants. Le docteur Dubois est venu nous parler une fois qu'Hugo était installé. Il est stable maintenant, mais c'était extrêmement proche. Encore quelques minutes et nous l'aurions perdu. Le fait que l'alarme ait été débranchée signifie que nous n'avons eu aucun avertissement. Si vous n'aviez pas remarqué sa respiration et appelé à l'aide quand vous l'avez fait, Céline, il n'aurait pas survécu. Comment l'alarme a-t-elle été débranchée ? A demandé Maxime. Nous ne savons pas encore. L'hôpital examine les images de vidéosurveillance et interroge toutes les personnes qui étaient dans la pièce aujourd'hui. Laura est arrivée à l'hôpital dans l'heure, ayant tout laissé tomber quand je l'ai appelée. Elle s'est assise avec moi pendant que Maxime restait en soins intensifs avec Hugo. Qui était dans la pièce aujourd'hui ? A-t-elle demandé. Juste moi, Maxime, ma mère, et j'ai arrêté. Oh mon Dieu, Brigitte. Quoi ? Brigitte était seule avec Hugo pendant environ 20 minutes pendant que ma mère allait chercher son café. L'expression de Laura s'est durcie. Tu dois le dire à l'hôpital tout de suite. Les images de vidéosurveillance l'ont confirmé. Brigitte est entrée dans la chambre d'Hugo à 18h15. Ma mère est partie prendre un café à 18h18. À 18h22, les images ont montré Brigitte se levant, se déplaçant derrière le lit d'Hugo et tendant la main vers l'équipement.
Elle était positionnée de manière à ce que son corps bloque la vue de ce qu'elle faisait exactement. Mais l'équipe technique de l'hôpital a confirmé que l'alarme a été débranchée à 18h23. Brigitte a quitté la chambre à 18h36. Ma mère est revenue à 18h37. L'alarme est restée débranchée jusqu'au code bleu à 19h05. L'hôpital a appelé la police. Les détectives sont venus interroger tout le monde. Quand ils ont amené Brigitte pour interrogatoire, elle a d'abord tout nié. Je n'ai rien touché. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais les images de vidéosurveillance étaient accablantes. Ils lui ont montré la vidéo d'elle tendant la main derrière le lit au moment où l'alarme a été débranchée. J'étais juste en train d'ajuster son oreiller. Les fils étaient emmêlés. La déconnexion de l'alarme se trouve du côté opposé à son oreiller, mademoiselle Bertrand. Son histoire n'a cessé de changer. Finalement, après des heures d'interrogatoire, elle a admis qu'elle avait débranché l'alarme, mais a affirmé que c'était un accident. Je l'ai cognée avec mon coude. Je n'ai même pas réalisé que je l'avais débranchée. La déconnexion nécessite d'appuyer sur un bouton spécifique et de le maintenir pendant 3 secondes. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait accidentellement. Sophie, qui a un diplôme en droit, même si elle pratique le droit des sociétés, s'est impliquée. Ce n'était pas un accident, a-t-elle dit au détective. Elle a sapé ma sœur pendant des jours. Interrogeant le personnel médical, posant des questions spécifiques sur le système d'alarme. C'était délibéré. La police a creusé plus profondément. Ils ont récupéré les relevés téléphoniques de Brigitte et ont trouvé des recherches Google troublantes des jours précédant l'incident. Comment fonctionnent les moniteurs cardiaques? Peut-on désactiver les alarmes d'hôpital? Que se passe-t-il lorsque l'alarme du moniteur cardiaque est désactivée? Et le plus effrayant, combien de temps un enfant peut-il survivre à un événement cardiaque sans traitement? Ils ont également trouvé des messages textes entre Brigitte et une amie où elle se plaignait de moi. Céline agit comme si elle était la seule à se soucier d'Hugo. Elle traite tout le monde comme des incompétents. Quelqu'un doit lui montrer ce qui se passe quand elle n'est pas en contrôle. Confrontée à ces preuves, Brigitte a finalement avoué la vérité à son avocat, qui a ensuite tenté de négocier un accord de plaidoyer. Elle a débranché l'alarme exprès. Elle voulait me donner une leçon sur le fait d'être trop protectrice. Son plan, selon sa déclaration, était qu'Hugo aurait un événement médical mineur. Les infirmières ne seraient pas immédiatement alertées, et au moment où quelqu'un le remarquerait, cela prouverait que j'avais raison de m'inquiéter, mais aussi que mon surveillance constante n'était pas la seule chose qui gardait Hugo en sécurité. Je pensais que les infirmières le vérifieraient quand même, a-t-elle dit à son avocat. Je ne pensais pas que quelque chose de grave se produirait réellement. Je voulais juste que Céline voie que son anxiété causait des problèmes. L'illusion était stupéfiante. Elle a délibérément mis en danger la vie d'un enfant pour prouver un point sur mon rôle de parent. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est à quel point la condition cardiaque d'Hugo était grave. Quand son cœur a commencé à défaillir et qu'aucune alarme n'a retenti, ces minutes ont fait la différence entre la vie et la mort. Maxime a été anéanti quand il a appris la vérité. Sa sœur avait failli tuer notre fils. Il n'y avait pas de défense, pas d'excuse. Je savais qu'elle n'aimait pas Céline, mais ça. Il ne pouvait même pas terminer la phrase. Catherine et Thierry étaient d'abord dans le déni. Brigitte a fait une erreur, a dit Catherine. Elle ne voulait pas qu'Hugo soit blessé. Elle a désactivé un dispositif médical vital exprès, ai-je dit, ma voix froide. Votre petit-fils a failli mourir parce que votre fille voulait me donner une leçon. Finalement, même Catherine et Thierry n'ont pas pu nier ce que Brigitte avait fait. La preuve était trop claire. Brigitte a été arrêtée et inculpée de mise en danger imprudente d'un enfant, d'ingérence avec l'équipement médical et de tentative d'homicide involontaire. Parce que cela s'est produit dans un hôpital et impliquait une altération délibérée de l'équipement médical, les accusations étaient graves. Son avocat a tenté de faire valoir qu'elle n'avait pas l'intention de causer un grave préjudice, qu'elle avait simplement pris une mauvaise décision sans comprendre les conséquences. Mais la procureure a fait venir le docteur Dubois et d'autres experts cardiaques qui ont témoigné de l'importance cruciale de la surveillance continue pour les enfants atteints de la condition d'Hugo. Chaque seconde compte lors d'événements cardiaques chez les enfants atteints de la tétralogie de Fallot, a témoigné le docteur Dubois.
Le système d'alarme existe parce qu'une intervention immédiate peut faire la différence entre un rétablissement complet et la mort ou des lésions cérébrales permanentes. En débranchant cette alarme, Mademoiselle Bertrand a éliminé le filet de sécurité qui maintenait Hugo en vie. La procureure a également présenté l'historique de recherche et les messages textes de Brigitte. Ce n'était pas de l'ignorance, a-t-elle soutenu. L'accusée a recherché comment ces systèmes fonctionnent. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle était prête à risquer la vie d'un enfant parce qu'elle était jalouse de sa mère. Ma déclaration de la victime au procès a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Je me suis tenue dans cette salle d'audience et j'ai décrit en regardant le cœur de mon fils s'arrêter, étant repoussé pendant qu'il travaillait pour le sauver. La terreur absolue de penser que j'allais perdre mon enfant. Brigitte Bertrand n'a pas seulement mis en danger la santé physique de mon fils, ai-je dit, elle a détruit mon sentiment de sécurité. Je ne peux pas dormir. J'ai des crises de panique chaque fois qu'Hugo a un rendez-vous chez le médecin. J'ai peur de le laisser hors de ma vue. Elle m'a enlevé ma capacité à faire confiance aux gens autour de mon enfant. Maxime a également témoigné, parlant de la trahison de sa propre sœur qui a failli tuer son fils. Je dois vivre avec la connaissance que ma sœur était prête à blesser Hugo pour blesser ma femme. C'est quelque chose que je ne surmonterai jamais. Le jury a délibéré pendant 2 jours. Coupable de tous les chefs d'accusation. Lors de la détermination de la peine, le juge a été sévère. Vous avez utilisé votre connaissance de l'équipement médical pour mettre délibérément en danger un enfant vulnérable. Vous avez recherché comment faire cela. Vous l'avez planifié. Puis vous avez menti à ce sujet à plusieurs reprises jusqu'à ce que les preuves deviennent accablantes. Ce n'était pas une erreur ou un accident. C'était calculé. Brigitte a été condamnée à 8 ans de prison. Elle purgera au moins 6 ans avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Il lui a également été ordonné de payer toutes les dépenses médicales d'Hugo liées à l'incident et les frais de thérapie continue pour Hugo et moi. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. La société pharmaceutique de Brigitte l'a licenciée immédiatement lorsque les accusations sont devenues publiques. Sa réputation professionnelle a été détruite. Aucune entreprise n'embauchera quelqu'un qui a mis en danger la vie d'un enfant dans un hôpital. Sa licence de vente médicale a été révoquée de manière permanente. Catherine et Thierry ont eu du mal à faire face à la réalité de ce que leur fille avait fait. Thierry a finalement admis qu'ils avaient encouragé la jalousie et la cruauté de Brigitte envers moi pendant des années. Nous aurions dû fixer des limites, a-t-il dit doucement lors d'une difficile réunion de famille. Nous aurions dû vous protéger, vous et Hugo, de son comportement. Je suis désolée, Céline. Maxime a coupé tout contact avec Brigitte. Il lui a écrit une lettre après la détermination de la peine et je l'ai lue avant qu'il ne l'envoie. Tu as failli tuer mon fils parce que tu étais jalouse de ma femme. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ne me contacte pas. Ne contacte pas Céline. Et quand tu sortiras de prison, reste loin de ma famille. Tu es ma sœur par le sang, mais tu es morte pour moi. Hugo s'est rétabli physiquement, mais le traumatisme l'a affecté. Il a développé de l'anxiété concernant les hôpitaux et les procédures médicales. Nous l'avons mis en thérapie avec un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes médicaux. Il fait des progrès. Apprenant lentement qu'il est en sécurité, que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Je suis également en thérapie, travaillant sur mon propre traumatisme et mes problèmes de confiance. Il est difficile de laisser qui que ce soit surveiller Hugo maintenant, même des personnes que je connais depuis des années. Laura a été incroyablement patiente, compréhensive lorsque j'annule des plans parce que je ne peux pas quitter le côté d'Hugo. La thérapeute me dit que cela deviendra plus facile avec le temps. Certains jours, je la crois. D'autres jours, je me réveille encore en panique, me souvenant de cette ligne plate, de ce bip horrible, pensant que je regardais mon fils mourir. 1 an s'est écoulé depuis cette terrible nuit. Hugo a 9 ans maintenant, et son cœur est resté stable. Le docteur Dubois dit qu'il se porte remarquablement bien compte tenu de tout. Il a toujours besoin de surveillance, doit toujours faire attention, mais il mène une vie relativement normale. Il joue au football dans une ligue adaptée aux enfants ayant des problèmes de santé. Il est de retour à l'école, se fait des amis, rit à nouveau. Certaines nuits,
quand je le regarde dormir, je n'arrive toujours pas à croire que nous ne l'avons pas perdu. Maxime et moi sommes plus proches maintenant, forgés plus fortement par le traumatisme que nous avons survécu ensemble. Il a fait un travail considérable en thérapie, gérant la trahison et la culpabilité qu'il ressent envers sa sœur. Il s'est excusé d'innombrables fois de ne pas m'avoir cru sur le comportement de Brigitte, de lui avoir trouvé des excuses, de ne pas avoir protégé Hugo d'elle. J'ai vu ce que je voulais voir, m'a-t-il dit lors d'une conversation tard le soir. Je voulais croire que ma sœur était juste maladroite, juste aux prises avec la jalousie de manière inoffensive. J'ai ignoré tous les signes parce que les reconnaître aurait signifié accepter que quelqu'un que j'aimais était capable d'une réelle cruauté. Je suis tellement désolée, Céline. Je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée. Je suis désolée de ne pas avoir protégé notre fils d'elle. Nous avons reconstruit notre famille autour des personnes qui comptent vraiment. Laura et Sophie sont des constantes dans nos vies, les tantes qu'Hugo mérite. Ma mère vient nous rendre visite toutes les semaines. Elle porte toujours la culpabilité d'avoir laissé Hugo seul avec Brigitte cette nuit-là, même si nous lui avons dit 1000 fois que ce n'était pas sa faute. Catherine et Thierry voient Hugo sous surveillance et seulement quand nous nous sentons à l'aise. Ils essaient de faire amende honorable, d'être de meilleurs grands-parents, de reconnaître les façons dont ils ont encouragé le comportement de Brigitte. C'est un processus lent, mais nous y travaillons pour le bien d'Hugo. L'hôpital a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité après ce qui s'est passé. Maintenant, chaque déconnexion d'alarme est automatiquement enregistrée et déclenche une enquête immédiate. Personne ne peut désactiver une alarme sans que le personnel médical ne soit informé instantanément. Chloé m'a dit qu'ils utilisaient le cas d'Hugo dans la formation de toutes les nouvelles infirmières. Comment reconnaître un comportement préoccupant de la part des visiteurs? Comment faire confiance à leur instinct quand quelque chose ne va pas? L'histoire de votre fils va protéger d'autres enfants, a-t-elle dit. Cela doit compter pour quelque chose. Cela compte. Cela n'efface pas ce qui s'est passé. Cela n'enlève pas les cauchemars ou le traumatisme, mais savoir que l'expérience de mort imminente d'Hugo pourrait empêcher un autre enfant de vivre la même chose aide. Brigitte écrit des lettres de prison que nous n'ouvrons pas. Son audience de libération conditionnelle est dans 5 ans. Maxime a déjà écrit une déclaration s'opposant à sa libération anticipée. Moi aussi. Le docteur Dubois aussi, l'hôpital et la procureure. Hugo connaît une version simplifiée de ce qui s'est passé. Que tante Brigitte a fait un très mauvais choix qui l'a blessée. Qu'elle est en prison parce qu'elle a fait quelque chose de dangereux. Que ce n'est pas sa faute et qu'il est en sécurité maintenant. En vieillissant, nous lui en dirons plus. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'aider à se sentir en sécurité et aimé. Les gens me demandent si j'ai pardonné à Brigitte. La réponse est non. Peut-être que cela fait de moi une mauvaise personne, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui a délibérément mis en danger la vie de mon enfant pour régler une querelle personnelle. Elle n'a pas seulement débranché une alarme. Elle a joué avec la vie de mon fils et a failli perdre. Si quelqu'un mettait délibérément en danger la vie de votre enfant juste pour prouver un point sur votre rôle de parent, seriez-vous un jour capable de lui pardonner ou vous assureriez-vous qu'il paie le prix fort pour ce qu'il a fait?